Aujourd'hui, c'est une battante, une guerrière, une résiliente que j'avais envie de recevoir dans ce podcast. Mais elle a surtout été un moment de ma vie, un rayon de soleil dans la tempête. Elle est devenue au fil du temps une amie en or. Par sa sagesse et son histoire, elle nous prouve tous les jours qu'il faut y croire, que la vie, on n'en a qu'une, même pour ceux qui ne veulent pas le voir. Merci Julie Bourges d'avoir accepté mon invitation. Je suis très touchée, merci beaucoup. Je suis trop contente d'être là. C'est toujours difficile de recevoir des amis. C'est ce qu'on dit. Personnellement, j'ai la boule au ventre. J'ai les mains moites, moi. Et c'est très bizarre parce qu'on a parlé 1 milliard de fois. Et d'avoir les caméras en face, c'est comme si on pénétrait un peu notre intimité et notre amitié, donc clairement. J'ai hâte. Mais moi aussi, ça fait 3 jours que je dors pas. J'avais trop hâte de te recevoir, non mais pour de vrai. Non, c'est pas du tout un trauma, justement, c'est pour bien le faire. Beaucoup te connaissent, t'ont découvert à travers ton pseudonyme 12 février. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer pourquoi ? Ouais. 12 février, c'était un moyen de rester anonyme aux yeux de ma famille et de mes amis, mais public vis-à-vis des gens, parce que j'ai ressenti le besoin à un moment de ma vie de raconter mon histoire, de libérer ma voix et de partager ce combat, parce que j'avais l'impression que j'étais la seule à le mener, tellement ce combat était invisibilisé. Donc ce combat, c'est celui des grands brûlés. J'ai été brûlée à l'âge de 16 ans, c'est mon costume de carnaval qui a pris feu à cause d'une cigarette que je fumais. Le 12 février 2013. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Et le temps passe, mais c'est bizarre parce que le temps passe en même temps, mais il n'éloigne pas vraiment cette date. C'est juste qu'on lui donne une autre signification. Et 12 février, aujourd'hui, ça résonne plus comme un beau partage que par la date de cet accident. Et ce jour-là, du coup, mon costume s'est enflammé. J'ai fait 3 mois de coma artificiel. Et évidemment, ça m'a impacté moi, physiquement, mentalement, mais ça a aussi impacté tous mes proches. Tu parles de cet accident comme une renaissance, mais il en a fallu du temps avant d'accepter ce nouveau corps, avant d'apprendre l'amour de soi. Et j'aimerais ensemble qu'on défile un peu le fil de ta vie. Parce que aujourd'hui j'ai une femme qui est sûre d'elle, entrepreneuse, heureuse, amoureuse de chaque instant de vie, mais voilà, il y a eu ça a été jonché d'obstacles. Ton parcours, il est beau, je le connais par cœur, mais j'ai envie qu'on éclaire un peu le chemin de nos auditeurs et des personnes qui nous regardent, parce que tu es l'une des femmes les plus inspirantes que j'ai dans ma vie. Donc voilà, déjà j'aimerais qu'on retrace un peu ton enfance ensemble. Qui était la petite Julie avant de devenir 12 février ? Alors, la petite Julie, déjà, arrête de faire des trucs comme ça en mode que je suis la femme la plus inspirante ou une des femmes les plus inspirantes, parce que je vais avoir les larmiches à chaque fois. T'as le droit. Il y en a plein qui ont pleuré avant toi. Ouais, j'ai ouï dire. Non, la petite Julie, si tu veux, elle a 2 frères, donc elle est au milieu. Et elle est entourée d'un grand frère et d'un petit frère. En sandwich. Donc, vraiment, j'ai grandi comme ça. Très garçon manqué, même si j'ai du mal avec l'expression aujourd'hui, mais le fait est que moi j'ai grandi autour des Disney, mais mes Disney préférés c'était Peter Pan. Je ponçais les Pirates des Caraïbes avec mon grand frère et on faisait des prises de catch sur le lit avec les 2. C'est bizarre, ça m'étonne pas trop. Non, c'est vrai que maintenant que tu me connais bien, c'est sûr que c'est pas très étonnant. Donc moi j'ai vraiment grandi comme ça, dans une enfance, si tu veux, qui a été un cocon. Moi, j'étais ma maison familiale, tu vois, même aujourd'hui, quand j'y retourne, c'est la maison dans laquelle j'ai grandi. Quand j'y suis, tous nos souvenirs sont là-bas. Je passe mon temps à me remémorer des trucs avec mes frères qu'on a fait à la maison et tout. Donc, j'ai eu une enfance qui a été hyper heureuse et en même temps un peu dans l'arrière-pays niçois. Donc, la campagne, les animaux, les poules, toujours du monde à la maison, toujours mes cousines. J'ai grandi vraiment dans un cocon familial hyper puissant, où j'avais l'impression que justement rien ne pouvait m'arriver. Et en même temps, j'étais une petite fille qui était peut-être donc très joyeuse, très généreuse, j'ai toujours été comme ça, mais aussi complexée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en primaire, je me faisais vachement moquer parce que j'avais des lunettes, donc j'ai eu des lunettes très tôt, j'avais les dents en avant, et j'étais plus petite aussi que mes copines. Moi, j'ai été formée beaucoup plus tard que toutes mes copines, même au lycée. J'étais vachement en souffrance en primaire de ça, on se moquait un peu de moi, mais j'avais quand même mon petit caractère bien trempé qui m'a permis de m'en sortir. Parce que Scorpion, quoi. Parce que Scorpion, ascendant Scorpion, je sais pas si on parlera d'astro dans ce podcast, mais voilà. Donc j'ai toujours eu mon caractère bien trempé, et le fait peut-être d'avoir 2 frères m'a un peu aidé là-dessus, mais et bercé par le sport, je dirais aussi, parce que le sport a toujours fait partie intégrante de ma vie, même très jeune. La gymnastique ? Non, pas de suite. En primaire, j'ai commencé par faire du judo, de la danse. Après, j'ai fait du plongeon, de la gymnastique. Enfin, j'ai fait 1000 sports et ça a toujours rythmé ma vie. Donc voilà un petit peu pour la petite Julie. La petite Julie. Après l'enfance, il y a l'adolescence. Avant que tu me parles de cette période-là et de ton rapport à cette période, je vais juste te lire la définition de l'adolescence. Ouais. L'adolescence est la période de la vie qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, c'est-à-dire entre 10 et 19 ans. C'est une étape unique et importante du développement humain,
tant sur le plan physique que mental. Maintenant, je te laisse me conter ton adolescence. C'est ça qui a été très dur. Si tu veux, mon adolescence, elle a commencé de manière tout aussi magique, j'ai envie de te dire, que mon enfance, où surtout, justement, je quittais un peu donc ce primaire, ce collège, où j'étais en train de me forger dans ma confiance en moi, parce que les bagues, et parce que voilà, j'essaie de me construire. Et puis, c'est bête, mais tu vois, moi, j'arrive au lycée et je fais le choix de pas du tout suivre toutes mes copines du collège. Donc, je prends un autre lycée, histoire de dire, genre, je recommence un peu à zéro. Hyper dur, ça. Dur. Parce que t'as plus tes repères. J'avais un repère, mais on n'était même pas dans la même classe. Donc, au final, vraiment, je recommence tout à zéro. Un peu comme un choix de vie. Et de me dire, tu sais quoi, je vais pas suivre cet élan du collège et je vais passer à autre chose. Et donc, du coup, j'arrive au lycée. Et dans la vie d'une femme, moi, j'ai eu mes premières règles au lycée. Et donc, en fait, mon corps, si tu veux, commence à se développer au lycée. Et donc, je commence à accepter ce corps de femme et ce renouveau, en fait, où je comprends que je peux avoir confiance en moi, que je peux être qui j'ai envie d'être parce que les gens ne me connaissent pas d'avant. Et je peux montrer que, en fait, si vous avez envie de vous moquer, vous pouvez vous moquer de mon physique, etc. Mais moi, j'ai l'impression que ça y est, là, je peux recommencer quelque chose. Et c'est vrai que l'adolescence, c'est ça. C'est censé être cette période magique où tu te testes, où tu testes tes limites, les premières conneries, les premières sorties, les premiers mensonges à papa et maman, de sécher les cours, etc. J'étais vraiment dans ce... Moi, tu l'as fait. Je l'ai fait et j'ai adoré le lycée. Moi, je dis toujours que si je pouvais revivre un moment de ma vie, genre, j'aimerais une journée au lycée avec toutes mes potes. Parce que vraiment, c'était magique. Et malheureusement, cet accident, si tu veux, il tombe au moment de cette période d'adolescence où tu es censé te construire en tant qu'humain, en tant que femme. Et ça a été toute cette bulle de laquelle je te parle, où je me retrouve dans mon sport, dans mes amis, parce que j'ai beaucoup d'amis, je suis très entourée dans ma famille. En fait, cette bulle, elle explose. Et quand elle explose, au moment où tu es en train de te construire, c'est terrible, parce que quand tu confrontes le miroir, plus rien de ce que tu connais avant se reflète dans le miroir, et c'est comme repartir à zéro dans cette acceptation qui n'était même pas terminée, en fait. Est-ce que on pourrait dire que cet accident, il t'a volé un peu ton adolescence ? Ça m'a donné des frissons. Je sais pas, en vrai. J'ai pas dit cramer ton adolescence, sans mauvais jeu de mots. T'aurais pu. C'est du second degré. Oui, c'est du second degré. Avec Julie, on fait beaucoup de second degré, voilà, n'ayez crainte. Je dis ça parce que je suis brûlée au troisième degré. Je dirais pas que cet accident, il m'a volé mon adolescence. Je te dirais que oui, cette bulle, elle a explosé. Que ça a été très dur de me voir. Je peux même pas dire différente. Je peux juste dire genre de me voir repartir dans un corps que je ne connais pas. Moi, j'ai appris ce que c'est que d'être brûlée sur mon corps. Je me suis retrouvée chauve, brûlée de la tête aux pieds. Donc c'est très compliqué, c'est très délicat. Et à la fois, cet accident, il m'a permis de comprendre que j'avais qu'une vie. Et donc que les futilités sur lesquelles tu t'arrêtes quand t'es adolescente, elles n'existent pas, entre guillemets. Donc cet accident, il m'a pas volé mon adolescence parce que j'ai vite compris qu'il fallait que je vive cette vie. Et en même temps, il m'a quand même enlevé une grosse part d'insouciance. Donc en fait, le plus compliqué après cet accident, c'était de me dire « Waouh, la vie, c'est aussi fragile que ça. » Et moi qui avais l'habitude un peu de jouer avec, de mentir à papa et maman, de tester mes limites, comme beaucoup d'ados, je me suis dit ça peut s'arrêter quand même. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Les gens que t'aimes, ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Et donc, si cet accident m'a volé à un moment de mon adolescence, c'est peut-être celui-là, c'est que j'ai plus jamais été insouciante et j'ai toujours eu peur de l'après. Donc, il y a eu cette prise de maturité de 10 ans d'un coup, où quand je me retrouvais dans ces fameuses soirées que j'aimais tant avec mes potes, en fait, je me retrouvais à parler aux grands-parents qui étaient là dans la maison d'à côté, ou aux parents, des fois, ou aux grands frères, tu sais, qui surveillaient la soirée des ados. Et moi, j'étais tout le temps, en fait, de côté. En décalage, quoi. En décalage, en fait, parce que je me rendais compte que la vie, c'était pas que ça. Mais j'ai eu des moments très chouettes après mon accident, justement parce que j'avais conscience de cette valeur de la vie. Mais oui, effectivement, il y a eu des parties que j'ai pas vécues comme tout le monde, c'est sûr. Et on va y revenir. Tu parles du coma. Juste pour revenir sur cet accident, donc il y a ce costume qui s'embrase, tu as 16 ans, tu pars à l'hôpital, tu marches sur le trottoir avec les pompiers en mode non mais tout va bien. Enfin, il y a un espèce de décalage entre ce qui t'est arrivé et ce que tu vas vivre, puisque les médecins à l'hôpital te disent disent à tes parents, en l'occurrence, que tu vas certainement plonger dans un coma pendant 3 semaines. Or, ça dure 3 mois. Tu sors de l'hôpital, t'as perdu 15 kilos, t'as plus de cheveux sur la tête et tu dois réaccepter un nouveau corps. Mais avant ça, moi, l'histoire du coma, je pense que ça pose beaucoup de questions à tout le monde. Mais 3 mois dans le coma, qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 mois ? Est-ce que tu as des bribes de souvenirs ? Est-ce que c'est le néant ? Est-ce que c'est un trou noir, comme certains le décrivent ? Est-ce que c'est une petite mort ?
Ouais, j'aime bien. Enfin, déjà, c'est sûr que dans cet accident, je pense que, comme tu dis, il y a un vrai décalage entre ce que j'ai vécu et ce que je pensais vivre. Il y a vraiment, j'ai envie de te dire, enfin, si on parle un peu spiritualité, je pense qu'il y a vraiment une part de destinée, déjà dans cet accident, qui fait que je savais très bien ce qui m'était arrivé, par exemple, quand je suis sortie du coma, mais que j'avais aucune conscience de la gravité de la chose. Et oui, j'ai marché avec les pompiers et tout, parce que sous adrénaline, et parce que il y a ce truc, en fait, quand j'ai mon accident, que j'ai pas souvent dit, mais en fait, une phrase que je me répétais tout le temps, c'était genre, reste en vie. Reste en vie, reste en vie, reste en vie. Et j'ai fait de l'écriture intuitive juste avant mon accident, parce qu'en fait, j'ai retrouvé mon agenda, donc j'étais en première. Juste avant avant mon accident, tu sais, j'étais en première, et donc j'avais mon agenda de cours, et je l'ai retrouvé quelques temps après mon accident, et partout, donc même sur la couverture, il y a écrit Stay alive, stay alive, stay alive. Et je gravais ça de partout, et sans savoir pourquoi, même je me rappelle de ma meilleure pote qui me disait, mais enfin, fais-le toi tatouer à un moment, tu sais, genre, qu'est-ce que t'as à l'écrire de partout? Et je comprenais pas pourquoi, jusqu'au jour où j'ai compris, plus tard. Wow. Donc ouais, il y a une grosse part de destinée. Et quand je me retrouve dans le coma, ça intrigue beaucoup. Comment t'expliquer? En fait, pour moi, le coma, ça a été une autre réalité. C'est comme quand tu te réveilles le matin, que tu as fait un rêve tellement puissant que tu sais pas si ça s'est vraiment passé, comme si ton âme, elle avait voyagé très très loin. Et ben le coma, c'est un peu ça, puissance 10. C'est une jonction entre deux réalités, celle, la nôtre, là maintenant, où j'entends mes parents rentrer dans ma chambre, mais où je suis prisonnière de mon corps. Donc je les entends parler, je les entends autour de moi, et en même temps, moi je peux pas parler, je suis intubée, je suis sondée de la tête aux pieds, donc c'est cette réalité-là que je connais. Et de l'autre réalité, c'est une toute autre vie. Donc ça veut dire que dans le coma, moi, ma vie, entre guillemets, elle continue, de l'ordre du rêve, on peut appeler ça, mais je voyage en fait. Je voyage et je fais des rêves tellement précis. Donc par exemple, j'ai rêvé que ma maman, elle avait eu un 4e enfant, qui était un garçon. Et quand je me suis réveillée du coma, j'ai demandé à ma maman où il était mon petit frère. Et elle me dit, non, tu sais, Adrien, enfin mon petit frère du coup, il était trop jeune pour venir à l'hôpital quand j'étais encore en réanimation. Et je lui dis, non, mais pas celui-là, l'autre. Et en fait, quand elle m'a dit qu'il n'existait pas, j'ai eu mal. Parce que c'était tellement réel que je me suis dit, mais tout ça, c'est... Et ça aurait pu être une fausse couche en réalité. Ouais, tu vois, je sais pas. Ça n'a pas été le cas en tout cas. Non, ça n'a pas été le cas, tu vois, mais il y avait quelque chose, quoi. Il y a eu d'autres expériences. Après, j'ai fait des rêves beaucoup plus cool. Genre, je sais pas, j'avais rêvé que mon frère, il se mariait avec sa copine de l'époque et qu'il y avait Justin Bieber à son mariage. Donc moi, j'ai vécu vraiment des trucs vraiment très, très stylés. Et le pire, c'est que je les revis et je les revois. Mais c'est des rêves qui sont hyper puissants. Et en même temps, encore, si je peux dire, au-delà de tout ça et de cette double réalité, le coma, artificiel ou pas, moi je dirais, parce que mon pronostic vital était engagé, on pouvait pas me sortir de ce coma, sinon je mourrais littéralement. Et je pense que le coma, c'est un choix. C'est un choix entre rester en vie, rester dans cette réalité, ou partir. Et il faut quand même avoir conscience que partir fait moins mal que de rester. En fait, le fait de vouloir rester fait que c'est comme si tu avais une corde dans les mains et que retenir la corde te brûle les mains, et lâcher la corde fait que tu pars, mais genre que tout est doux, tout est apaisé. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je dis souvent que j'ai pas peur de la mort, parce que du coup, Tu l'as frôlé. Je l'ai frôlé et je l'ai un peu côtoyé, mais j'ai plus peur de la vie, j'ai plus peur des accidents, de ce qui pourrait arriver, parce qu'on la contrôle pas. Mais ouais, le coma, c'est un peu ça, et c'est pour ça que je dis tout le temps, en fait, si vous avez quelqu'un dans le coma, que ce soit un coma artificiel ou pas, allez-y et parlez-lui, parce que moi, je sais que ce qui m'a maintenue, c'est que mes parents étaient là tous les jours et que mon père se tapait 3 heures de route aller-retour pour pouvoir juste venir, même si j'étais dans le coma, des fois 10 minutes, des fois 1 heure, rester avec moi et sentir la présence. Et ça, t'en avais conscience, c'est intact dans ta tête. Ouais, vraiment. Tu te souviens de paroles, tu te souviens de mots, tu te souviens de vraiment. De genre, présence, pour te dire, quoi. je me rappelle même, déjà, je suis capable de dessiner ma chambre alors que fondamentalement, j'ai jamais ouvert les yeux dans cette chambre. Je suis capable de, par exemple, dans le pire pronostic, en fait, c'est grâce à Stéphane Alix, je sais pas si tu vois qui c'est, qui a sorti un livre incroyable qui s'appelle La mort n'existe pas, que je te conseille, qui est ouf, et que je conseille d'ailleurs à tout le monde, enfin toute personne qui a perdu quelqu'un. Moi, j'ai réalisé grâce à ce livre qu'en fait, j'avais fait une expérience de mort imminente et j'en avais pas conscience. On en parle beaucoup de ça en ce moment, ouais, j'avais pas conscience d'avoir vraiment quitté mon corps. Et en fait, il explique très bien que, avec des neuroscientifiques, qu'en fait, quand t'es à ce stade de alité et que t'es presque sur le point de mourir, il n'y a rien qui peut expliquer que ton cerveau ait la puissance d'imaginer une scène, si tu veux. Parce que ton cerveau est tout est à l'arrêt. Donc, t'es pas censé pouvoir créer des situations, etc. Et pourtant,
alors que j'avais genre 43 degrés de fièvre, donc c'est le moment le plus fatidique, si tu veux, de mon pronostic vital engagé. Ils pensaient m'opérer le lendemain. En fait, je suis capable encore aujourd'hui, enfin là je le visualise, de te dessiner ma courbe avec la fièvre qui était genre en haut à droite. Et je vois 43 écrit. Waouh. Tu vois ? Et donc j'ai capté à ce moment-là qu'en fait, il y a des trucs qui sont pas explicables dans notre réalité à nous, mais que j'ai vécu. Parce qu'en fait, tu devais l'entendre, ça. Tu vois, Ouais. les 43 degrés, Tu vois, je pense que c'est ça. l'inquiétude des médecins, les questionnements T'entends avec tes tout, parents, vraiment. qui ont une fille juste enfin, eux, ils savaient pas en Non. soi. Non. Toi, c'est presque comme si t'étais sûr que ça allait fonctionner, que t'allais t'en sortir. Ouais, il n'y a pas eu de doute, si tu veux. C'est fou, ça. Il n'y a pas eu de doute. Et c'est pour ça que plus tard, donc moi, j'ai la chance d'avoir un papa incroyable qui a écrit pendant 3 mois tout ce qui se passait. Donc, il m'a écrit un journal où tous les jours, sans savoir si j'allais vivre ou mourir, et je trouve ça incroyable, il a écrit dans l'espoir que je puisse lire un jour pour combler ce qui lui paraissait être un trou noir. Et c'est vrai qu'en même temps, le coma, c'est un trou noir dans ma vie parce que c'est 3 mois où pour mes proches, je sais pas trop ce qui s'est passé dans notre réalité à nous. Moi, j'avais des bribes et tout, mais moi, je vivais ma meilleure vie avec Justin Bieber, tu vois. Tu sais qu'on dit que les personnes qui ont des souvenirs comme toi, tu me le racontes, c'est ceux qui sortent du coma, enfin qui ont le plus de, comment dire, c'est hyper dur de pas être maladroite en parlant de tout ça, et j'espère que je fais pas de maladresse, tu vois. Non, mais je pense que c'est des questions vraiment que beaucoup se posent. Mais tu sais que j'ai entendu dire des médecins que ceux qui avaient des souvenirs de coma, c'était ceux qui arrivaient à mieux s'en sortir à l'issue dans la vraie vie, alors que ceux qui n'avaient pas de souvenirs, c'est un blackout complet, une sorte d'amnésie, c'est ceux qui avaient le plus de mal à reconquérir un peu le monde. Je sais pas si ça, c'est des choses que tu as pu entendre ou visualiser ou expérimenter. Déjà, je pense qu'il y a peut-être 2 types de coma, même si on parle juste de coma artificiel, c'est ce que moi j'ai vécu. Moi, il faut savoir que j'ai fait des rêves, ou en tout cas j'ai voyagé dans des choses qui étaient très agréables, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde. J'ai eu des témoignages, moi, qui sont vraiment durs. Et je pense que même si c'est des comas qui durent moins longtemps, mais une semaine de cauchemar, entre guillemets, revenir de ça, c'est peut-être plus compliqué à gérer que ce que moi j'ai vécu. Et après, je me dis, par rapport à ce que tu viens de me raconter, moi, je peux pas m'empêcher d'imaginer que c'est l'âme, si tu veux, elle a voyagé plus loin. Et du coup, c'est forcément plus dur de revenir. Si tu te souviens de rien, c'est que ton âme, elle était peut-être trop haut, tu vois ce que je veux dire ? Peu importe les croyances, mais tu vois, ton âme, elle est loin de ton corps. Et que du coup, au moment où elle reconnecte, c'est peut-être plus dur, vu que tu te souviens de rien, de reconnecter. Et justement, est-ce que en revenant de ce coma, en revenant à la vie réelle, tu t'es reconnecté à des choses peut-être plus invisibles, des choses que tu ne percevais pas avant de la vie ? Qu'est-ce que ça a changé dans ton regard, dans ton rapport à l'être et à ce qui a au-delà ? En fait, moi, avant mon accident, donc, je suis issue d'une famille qui est très croyante. Donc, j'ai fait ma communion, etc. Et j'avais toujours une croix autour du cou. J'en ai très peu parlé parce que c'est très rare qu'on puisse parler de religion. Mais du coup, trop bien, parce que je vais pouvoir le faire ici. Tu es en confiance. Et quand j'ai eu mon accident, du coup, j'avais cette croix autour du cou. Donc, ça veut dire que quand j'ai pris feu, j'avais ce collier, en fait, avec cette croix de ma communion. Et si tu veux, quand je suis sortie du coma et quand je suis sortie de l'hôpital et que j'ai retrouvé à peu près une vie normale, même si elle n'a plus jamais été comme avant, moi, je me suis de suite dit que si ma croyance existait, j'aurais pas eu cet accident. Que cette croix t'aurait protégée. Ouais. Normalement. Mais de l'autre côté, j'ai du coup une famille qui a été très croyante, qui ont prié tous les jours, avec des bougies partout sur le piano sur lequel je jouais, qui était devenu genre un sanctuaire, hyper glauque, mais un sanctuaire, où tout le monde priait, tout le monde allumait une bougie le soir, etc. Et donc ça a été vraiment une confrontation avec ma famille, si tu veux, de « bah non, on a prié, donc ça t'a sauvé ». Et moi, ça m'énervait parce que j'avais l'impression de m'être sauvée moi-même, par la force de mon mental, parce que je savais ce que j'avais vécu dans le coma, de vouloir revenir pour mes parents, etc. Et donc, il y a eu un peu le choc, en fait, de la religion et de dire, moi, pendant longtemps, moi, j'ai plus cru en rien, jusqu'à ce que je découvre mes écritures intuitives, le fait que c'était écrit, et puis ce que j'en ai fait aussi, la part de destinée où finalement, cet accident, il a été horrible, mais j'ai jamais... c'est un peu fort, peut-être, ce que je vais dire, mais en même temps, je vais le dire, j'ai jamais eu l'impression de trop batailler pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Je minimise mon combat. Je minimise mon combat, mais c'est juste que, en fait, il y avait un côté, je pense, très naturel à ce que je vivais, comme si c'était écrit. Et c'est ce côté très spirituel, en fait, qui
m'a amené à recroire en quelque chose, si tu veux, à croire en l'univers, à croire en quelque chose de grand et à me dire, OK. En fait, le fait de comprendre que ça pouvait être ma destinée m'a aidé à l'accepter. Et surtout parce que j'ai donné un sens aussi à ce qui m'arrivait à travers les réseaux sociaux, à travers les interviews, etc. De pouvoir libérer ma voix, de pouvoir être dans la transmission. J'ai compris que, du coup, tu vois, je me dis, bon, bah, c'était ma mission. Et du coup, ça m'a aidé à avancer. Donc, le côté spirituel m'a quand même pas mal aidé. C'est comme si tu avais les armes au fond de toi et que tu t'étais entraîné toute ta vie durant pour affronter ça. Non, mais c'est étrange, mais c'est pas fataliste de se dire ça. Non. C'est plutôt optimiste de se dire que grâce à toi-même, en fait, t'as réussi à. Après, voilà, trouver c'est mon côté genre très spirituel et c'est comment moi j'ai utilisé genre mes croyances pour accepter cet accident. Après, t'as un côté beaucoup plus rationnel qui va te dire, bah meuf, en fait, t'as été gymnaste pendant 10 ans, t'as fait des compétitions genre toute ta life, on t'a appris quand t'es une poutre, si tu tombes, tu remontes dessus, même si tu t'es fracassé, parce que sinon après t'as peur de la poutre. Donc en vrai, oui, il y a aussi cet esprit compétitif. Il y a que je viens d'une famille où j'ai un grand-père croate, une grand-mère espagnole, donc j'ai été élevée à la dure. Le Ricard à 4 ans. Écoute, en parlant de ça, petit Ricard là. Non, et du coup, je pense qu'évidemment, enfin, t'as des clés que t'as depuis l'enfance où, quand tu viens d'une famille où on t'apprend à te relever, quand tu pratiques un sport en compétition, en équipe aussi, tu vois, le fait de rester soudé, d'aller de l'avant. Mais ce côté spirituel m'a quand même bien tendu la main. D'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a tout juste un an. Ouais. Tu m'as dit, mais c'est sûr, on est des vieilles âmes, on s'est déjà rencontrés dans une vie antérieure. Est-ce que tu m'aurais dit ça si on s'était rencontrés quand t'avais 15 ans, avant ton accident? Non, je pense pas. Je pense que le fait d'avoir vécu... j'aurais pas assez d'un podcast pour raconter toutes les choses qui m'est arrivées, toutes les choses que j'ai pu voir, toutes les choses que j'ai pu ressentir de manière spirituelle. Mais l'écriture intuitive, par exemple, en fait partie. Et je pense que vivre quelque chose comme ça t'ouvre des portes que t'aurais peut-être mis une vie à ouvrir, ou peut-être jamais, tu vois. Et c'est marrant parce que, du coup, mon chéri, que tu connais très bien, m'avait dit... Coucou Flav. Coucou Flav. Mon chéri, que tu connais très bien, m'avait dit... je t'avais déjà dit au Maroc, quand on est partis ensemble, j'ai porté mon petit toast, je t'avais dit souvent quand on me demande qui est-ce qui t'inspire sur les réseaux et tout, moi je répondais Laurie tout le temps, parce que je trouvais que t'avais un truc avec le surf, avec la nature, et en même temps tu vois ces interviews que tu peux mener qui sont géniales, ce que tu peux faire à la télé. Moi je me reconnaissais vachement dans ce que t'étais professionnellement. Je pouvais pas dire personnellement parce que je te connaissais pas. Et j'en parlais souvent à Flav, et Flav un jour il m'a dit: putain, c'est bizarre, mais je pense qu'un jour vous allez être amis. Et moi j'étais là, mais n'importe quoi, je vais pas être amie avec Laurie, qu'est-ce que tu racontes et tout. Voilà. Waouh, donc finalement intuitif aussi le Flav. Ouais. Attention à la loutre qui dort. Attention. Et ton rapport à l'intuition, tu parles beaucoup de ces écritures intuitives. Comment ça se concrétise? Tu avais ton journal Stay Alive. Après l'accident, il y a aussi, il y en a eu d'autres? Bon, j'en ai plein. Ouais, tout le temps. Ouais, j'en ai plein tout le temps. Et tu nourris ça? Ouais, totalement. C'est un peu ton intuition, tu peux la travailler souvent. Moi, j'aime bien citer cet exemple-là. Tu m'as fait pleurer, d'ailleurs. T'es d'accord ou pas? L'alarmie. Ah non. Tu sais, genre, écoute une musique que t'aimes et essaie de focaliser, ferme les yeux et essaie de focaliser sur la sensation qu'elle te procure, cette musique que t'aimes. Et ensuite, écoute une musique que tu détestes. Et essaie d'écouter ce que ça chante en toi, ce que ça chante pas, du coup. Et l'intuition, pour moi, c'est un petit peu pareil, si tu veux, c'est tout le temps. Je rencontre une personne, je la sens ou je la sens pas, ça se manifeste sur mon corps par des frissons, dans les mains, les chaleurs dans les mains, des vibrations. Et en fait, c'est juste que plus tu commences à porter attention à ces signaux, plus tu sais les capter. Et l'intuition, elle ment pas. Moi, tu vois, j'ai plein de projets en tête. Je suis une âme qui est très créative. Et souvent, j'ai des projets qui me viennent. Et je sais d'avance que c'est pas le bon projet. Tu vois, je te capte complet. Voilà. Je suis pareil. Tu vois, cette intuition, je pense qu'on la perd avec l'éducation. Avec, c'est possible. En fait, quand on est bébé, on est full intuitif. Ouais. Et puis après, l'école, la société fait que on perd un peu cette intuition. Et je pense qu'il faut se reconnecter davantage à elle. Je sais pas s'il existe des retraites de se reconnecter à son intuition ou pas, mais vraiment, j'encourage tous ceux qui nous regardent, nous écoutent à le faire parce que je suis comme toi. Il y a des projets, souvent c'est dans le cadre professionnel où, je sais pas, mais genre vraiment tu le sens pas. Ouais. Et toute ton équipe te dit, mais si ça peut être génial. Je suis désolée, je ne le sens pas, je n'irai pas. Et
dans le passé, j'ai pu faire l'erreur et je pense que peut-être toi aussi à se dire bon allez c'est pas grave, je m'écoute pas, j'y vais. Et en fait tu le vois et la preuve en est que c'était une très mauvaise idée parce qu'il y a un moment donné où ça te flingue psychologiquement, physiquement, enfin genre ça devient c'est anxiogène à fond. C'est anxiogène de fou. Ouais, enfin d'aller en fait contre cette voix intérieure. Enfin voilà, après tu lui donnes plein de noms. C'est l'intuition, c'est la voix intérieure, c'est le ressenti. Mais en fait quand t'apprends à l'écouter. Tu peux pas, enfin, je trouve que tu peux pas te tromper. Franchement, tu peux pas te tromper. Je suis carrément d'accord. Et ça nous protège. Mais vraiment. Ouais, même avec des gens, on parle souvent de toxicité. Alors, il y a 80% de personnes qui, à mon sens, sont bienveillantes, positives. Mais c'est vrai qu'il existe encore des personnes, moi, qui peuvent me mettre mal à l'aise. Auparavant, j'allais au-delà de ça parce que dans une bienveillance naturelle, laisser sa chance. Tu laisses toujours la chance, tu vois, à l'humain. Et en fait, de la même manière, parfois j'ai été déçue et en fait ça me faisait du mal à moi-même, pas forcément à la personne en question, mais ouais, savoir s'entourer des personnes qui te rendent lumineuse et pas qui te ternissent. Je pense que ça c'est aussi important. Est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que tu ressens ça aussi? Ouais, bien sûr. Après moi je t'avoue, j'ai arrêté de laisser la chance aux gens que je sens pas. Ça, j'ai arrêté de vouloir justement être dans cet axe qui est trop généreux. C'est un gain de temps. À m'oublier aussi, des fois, parce que tu veux donner, tu veux aider, et en fait, tu te sens, enfin, on se sent, je pense aussi très chanceuse d'avoir la vie qu'on a aujourd'hui, quand bien même on la mérite, parce qu'on a travaillé pour, on s'en sort. Du coup, tu te dis, j'ai pas le droit de pas aider les gens autour de moi. Tu vois, si je peux donner de la lumière à d'autres personnes, je vais leur donner. Et en fait, tu te rends compte que tu t'épuises à le faire avec les mauvaises personnes et que tu peux pas sauver tout le monde. Ce syndrome du sauveur, il est terrible. Il est très dur à éliminer. Mais toi, tu t'es sauvé toi-même, donc d'une certaine façon, c'est comme si ta mission de vie, c'est bon, quoi. Elle était, tu vois, elle était accomplie, tu l'as tiqué, quoi. C'est vrai. Non, en vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais du coup, vu que je me suis sauvée moi-même, dans un moment qui était vraiment deep, je me suis dit, je peux peut-être sauver tout le monde. Tu vois? Parce que, à un moment, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que, forcément, quand tu vis ton combat, t'as l'impression qu'il n'y a pas pire que ton combat, au début. Mais c'est comme n'importe qui, comme avec une rupture, comme avec... Il n'y a pas d'échelle à un combat, tu peux pas quantifier un combat, et c'est juste l'importance que tu donnes à ce combat-là. Et du coup, moi, j'avais l'impression que mon combat, c'était le pire du monde, le plus terrible, que personne vivait ce que je vivais. Je m'en sors, et puis je grandis, et puis je comprends qu'en fait, il y a des personnes autour de moi qui sont plus impactées par leur combat, qui semble à la base minime par rapport à mon accident, parce que c'est pas marqué sur eux, mais c'est marqué en interne. Et du coup, j'ai mis du temps à capter que les gens, ils peuvent aussi souffrir. Et donc, du coup, de ce fait, t'as envie de les aider. T'as envie de les aider, de dire, attends, si moi, j'y suis arrivée. À la base, si tu remontes tout mon compte Instagram, mes phrases, c'est ça, tu vois. C'est, si moi, j'y arrive. Vous aussi, vous pouvez le faire. Tu sais, en mode, j'ai pas des clés magiques, tu vois. J'ai juste, j'ai les pieds sur terre, j'ai un bon entourage, mais on m'a pas fourni une boîte avec, genre, la méthode, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'avais ce truc de, mais si moi, je l'ai fait, toi aussi, tu peux le faire. Et aujourd'hui, tu vois, je suis sortie de ce truc de... Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que moi, je l'ai fait que toi, tu peux le faire, parce qu'on est différentes, parce qu'on n'a pas les mêmes clés, parce qu'on n'a pas les mêmes armes contre la vie, et on s'en sort tous d'une manière différente. Tu l'as très bien dit. Toi, ton combat, ton accident, il est marqué sur toi. Tu as été brûlé à 40% de ton corps, c'est ça? Comment on compose avec le regard des gens? J'apprends encore. Hein. Franchement, je vais pas te mentir, j'apprends encore. Là, tu vois, l'été va revenir. Du coup, en fait, il y a toujours ce truc avant l'été où là, tu vois, je suis en mode petit pull et tout, ça va, bon, on voit vite fait mes cicatrices et c'est ok. Et il y a toujours ce truc dans l'été où tu te dis ah ouais, c'est vrai que tout l'été, j'ai mis des robes à bretelles l'année dernière. Ah ouais, j'ai fait ça. Ok, donc faut recommencer. Parce que ça a été un long cheminement. En fait, je me suis interdit. Tu vois, alors déjà, je vivais sur la Côte d'Azur. En plus. Donc, le regard des gens. Je vais pas trash talk la Côte d'Azur et tout. C'est vraiment une belle région, mais c'est juste que... Mais vive les Landes, quand même. Ouais. Arrêtez, j'ai rien dit. Non, mais c'est juste que c'est une région où t'es entre Cannes, Monaco. Tu vois, c'est le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco, c'est le Parade, c'est le luxe, Tu vis quand même là-dedans. Et puis, vas-y, les grand-mères niçoises, franchement, des fois, elles abusent. Tu vois, il faut être vraiment carré tout le temps et tout. Bon, bref. Et ça a été très dur en fait de me construire au milieu de tout ça parce que c'est un mode de vie qui est centré aussi autour de la plage, des plages privées, des restos luxueux, etc. Donc c'est très dur en plus dans l'adolescence de construire par rapport à ça, plus le regard des garçons. Moi je sors de mon accident, il faut capter que du coup j'ai plus de cheveux, mes cheveux commencent à repousser. Je suis couverte de la tête aux pieds, je mets du maquillage à balles pour essayer de cacher mes cicatrices. J'ai 17 ans et je plais plus aux femmes en soirée qu'aux hommes. Wow. Ce qui est
très compliqué pour moi, puisque du coup, j'aime les garçons. Et du coup, tu sais, j'en viens presque, même moi, à me dire, peut-être qu'il va falloir que je switch, parce que peut-être, j'en sais rien, que les femmes sont plus intelligentes que les garçons des fois, et que juste, je vais pas avoir le choix. Tu sais, peut-être pour avoir l'amour, quoi. Ouais, je suis passée chez ça. J'y ai déjà songé, bien sûr, parce que en fait, t'es obligé, je pense, dans ta construction, de te poser la question de waouh, et si un homme ne pose plus jamais son regard sur moi, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et la Côte d'Azur, se construire dans ce milieu-là, c'est très compliqué. Et donc, si tu veux, pendant 5 ans, je me suis pas mise en maillot, j'ai pas été à la plage, et j'ai pas remis un short, et j'ai pas remis une robe. Et mon premier t-shirt, je crois que c'était 4 ans après mon accident, juste un t-shirt, tu vois. J'y arrivais pas. Et tu t'es laissé pousser les cheveux très, très longs aussi. Ah, ça, c'était... pour cacher, tu vois, le devant des cicatrices. Et aussi, je pense que c'était un moyen de récupérer un peu la Julie d'avant, tu vois. Parce que quand j'ai eu mon accident, du coup, j'avais les cheveux longs jusqu'aux fesses. J'ai toujours eu les cheveux très, très longs. Et on m'a rasé la tête. Et donc, du coup, plus mes cheveux poussaient, moi, en fait, là, je viens de capter il n'y a pas si longtemps, parce que du coup, je me suis recoupé les cheveux. Mais en fait, j'avais l'impression... Tu vois, je disais, plus mes cheveux repoussent, plus je m'accepte. En fait, plus je m'accepte et plus... Tu te rapproches de ta féminité. Et voilà. Alors qu'en fait, c'est pas ça. En fait, j'attachais une image à la Julie du passé. Plus mes cheveux poussaient, plus j'avais l'impression de récupérer un bout de celle que j'étais avant. Et si tu veux, c'est un cercle vicieux. C'est une importance que tu accordes à tes cheveux qui n'est pas censée être là. Mais nous, les femmes, on accorde beaucoup d'importance à nos cheveux. Et donc, les couper, tu vois, l'année dernière, ça a été un énorme step. Mais le regard des gens, j'apprends toujours. Et je peux pas dire que, pareil, tu vois, j'ai donné plein de clés pour ça. Tu vois, c'est genre en mode, si toi, je te regarde, là, je suis incapable de dire ce que c'est ton plus gros complexe. Tu vois, je te regarde, je suis incapable de dire, ton plus gros complexe. Donc, si moi, je le vois pas, c'est que personne le voit. Et qu'il n'y a que toi qui le vois. Et fondamentalement, en fait, dans la rue, c'est pareil. C'est qu'en fait, on est tous trop occupés à regarder et à se dire tout le monde va voir mon complexe. Et donc, en fait, au final, personne ne se regarde. Tu vois. C'est vrai. Et c'est surtout qu'aussi, tu peux pas interpréter le regard des gens. C'est une autre clé que j'ai donnée. Tu vois, je raconte souvent cette histoire parce qu'elle est ouf, mais... Un jour, j'étais au resto, à la table d'un resto. Le monsieur du restaurant. Ouais, ah oui. Tu vois, et qui me regarde. En fait, il me regarde juste de manière insistante. Moi, j'ai 17 ans, je suis couverte de la tête aux pieds, j'ose rien. On voit à peine un bout de mes cicatrices et je vois qu'il me regarde de manière insistante. Et là, dans toute mon impulsivité de scorpionne, je me lève et c'est trop, tu vois. C'est trop, c'est la goutte d'eau, je suis sur la Côte d'Azur, j'en peux plus. En fait, moi, à travers les yeux des gens, j'ai l'impression d'être un monstre. Donc, il y a un moment où, en fait, t'exploses et t'es en colère contre la vie et t'es en colère contre les gens qui te regardent comme ça. Parce que toi, t'oublies que t'es brûlé, mais tu t'en rappelles dans les yeux des gens. Tu vois, c'est ça qui est horrible avec la différence physique. Et du coup, voilà, je vais lui dire, franchement, si vous avez une question, posez-la moi, parce que là, genre, vous me regardez depuis tout à l'heure et c'est hyper pesant. Et je vois qu'au moment où je lui dis ça, lui, il reconnecte en mode... tu sais, il était parti dans ses pensées et il me dit, non, mais je suis désolée, c'est juste que ma nièce, elle est à l'hôpital et qu'elle est dans le coma, elle a été brûlée, et je me demande si à son réveil, elle sera aussi jolie que vous. Là, moi, à ce moment-là, je prends la claque de ma vie, quoi. Je me dis, ce mec, j'avais l'impression qu'en fait, il jugeait, il regardait mes cicatrices, alors qu'en fait, il était... inspiré, il avait de l'espoir en me regardant. C'était porteur d'espoir. Et donc, en fait, j'ai eu plein de rencontres dans ma vie qui m'ont fait comprendre que mes cicatrices, elles étaient pas que le reflet de mon accident, mais aussi le reflet de ce que je reflétais à travers elles, tu vois. Au-delà d'elles, même, j'ai envie de dire. Ça a été finalement ton premier rapport à un témoignage d'homme qui te trouvait jolie. Tu veux savoir le premier témoignage d'homme que j'ai eu qui me trouvait jolie ? Ouais. Cette histoire, il y a personne qui la connaît. C'est le père de Flav. Non mais c'est fou cette histoire. J'ai rencontré le père de Flav avant de rencontrer Flav. Mais comment ça ? J'étais en tournage avec NT1 à l'époque. Et en fait, NT1, ils m'ont un peu forcé la main, tu connais la télé, pour que je me mette en robe sur un shooting. Oui. Parce qu'ils voulaient un peu avoir pas l'exclusivité, je peux pas dire ça, mais en fait, tant mieux, parce que en vrai, ça m'a amené plein de choses géniales derrière, mais du coup, en fait, j'avais confiance en la journaliste. Et la journaliste, elle m'a dit, tu vois, t'as un photographe et tout. C'était mon photographe de l'époque pour qui je faisais quelques photos. Et elle m'a dit, tu peux peut-être faire ton shooting en robe, ça peut être génial. Donc, c'était une robe un peu à manches longues et tout, mais on voyait quand même mes jambes. Pour moi, c'était un gros step, tu vois, c'était un gros step, surtout sur la Côte d'Azur, encore une fois. Et en fait, on est là, on shoot, il y a les caméras de NT1, donc c'est, voilà. Puis, de toute façon, ça attire aussi les regards parce que c'est un tournage, du coup. Et hors caméra, j'ai un monsieur qui vient me voir et qui me dit, mais mademoiselle, mais vous êtes... hyper jolie, vraiment, genre lâchez rien, je vous trouve incroyable, vous êtes trop belle dans cette robe et tout. Et moi, je suis là, en mode, il a quel âge à l'époque ? Il a, je sais pas,
40 ans, ouais, je sais pas, 40, Il veut me 45 ans. guédera, lui, ou quoi? 40, 45 ans. Et non, en fait, c'est ça qui est ouf. C'est que, tu sais, dans ses yeux, c'est juste genre le papa, tu vois. C'est en mode, t'es trop belle. Et donc, NT1 voit ce moment hyper émouvant parce que moi, j'ai les larmes aux yeux. Je suis là en mode, putain. En fait, j'avais déjà retrouvé des chéris et tout, mais là, c'était le premier regard extérieur. Donc, pas mes chéris de l'époque et tout, parce qu'après, j'ai retrouvé l'amour et tout. T'inquiète, on se laisse pas abattre. Non, mais, tu sais, genre, c'était le premier regard extérieur de waouh, enfin, de sortie de nulle part et en mode, ah, ok, les hommes peuvent penser ça de moi et de mes cicatrices en me voyant comme ça dans la rue. Il n'y a pas que mes copains ou que mes proches qui me trouvent jolie, en fait. Et bref, et donc NT1 se saisit le moment, vont voir cet homme et lui demandent de redire. C'est la télé, tu vois. Il demande de refaire la scène. Ce à quoi lui, il répond, non, mais pas du tout. Genre, no way. Genre, c'était vraiment, pour elle. allez vous C'est faire. pour nous. Ah, Ouais, c'est trop bien, drôle. ça. Et genre, il est là en mode, ah non, moi, je répète pas. Enfin, je l'ai dit pour elle. Wow. Enfin, je m'en fous de la télé, tu vois. C'était même pas intrusif par rapport à la télé pour être, parce que t'en as plein, tu sais, qui veulent passer à la télé et tout. Pas du tout. Et quelques années plus tard, donc Instagram, les réseaux, tu sais, tout prend un peu de l'ampleur et tout. J'ai un pote qui me présente donc Thomas. Thomas veut créer une marque de vêtements avec moi. Je suis là en mode, ah ok, bah ça marche, vas-y, on crée une petite marque de t-shirt avec des phénix dessus, why not? Et je dis, mais comment on fait, tu sais, pour le mettre en avant, faut bien qu'on fasse des photos. Il me fait, ah t'inquiète, on va aller chez mon frère, donc chez Flav. Donc en fait, j'ai rencontré le petit frère, puis Flav. Et là, en fait, peu de temps après, les deux, ils me font, mais en fait, tu connais notre père. Et le papa, c'était du coup le monsieur du tournage NT1. T'avais rencontré le beau-père, quoi, 7 ans avant? Ouais. C'est ça? Ouais, 5-6 ans avant, facile, ouais. Waouh! C'est ouf, hein? Non, mais comme quoi? Ouais. Comme si tout était écrit, non? Bah, oui, Tu m'étonnes que tu crois en Ouais. force. Oui, tu vois, j'ai eu plein de signes comme ça dans ma vie qui sont géniaux, quoi. Et à quel moment tu as déconnecté avec la Julie d'avant? Bah, j'ai pas déconnecté. Franchement, je pense que j'apprends encore à le faire. Parce que, tu sais, c'est un peu comme un deuil. Ouais. Genre presque même un deuil, en fait. Et du coup, c'est comme si quelqu'un perd une personne qui l'aime, qui lui a été chère. Tu te dis, bah, c'est quand que tu l'as oublié? Et t'es là en mode, je l'oublie jamais. Et c'est là la différence qui est très marquée et très, très subtile d'ailleurs entre... Tu sais, moi, j'ai déjà rencontré des grands brûlés qui ont été brûlés quand ils étaient très jeunes. Oui. Et je trouve qu'il y a vraiment un gap entre vivre un accident. Ça enlève rien, attention, à la valeur du combat, mais c'est juste que quand tu le vis jeune, t'as pas ce deuil à faire de la personne que t'étais avant. Oui. Et c'est très, très dur. C'est très dur et en fait, c'est pas fondamentalement même que par rapport à moi, j'ai envie de te dire, mais plus par rapport justement au regard des gens, comme on en parlait. Parce que moi, quand je me regarde dans la glace, je vois plus mes cicatrices. Mais par contre, je m'en rappelle constamment à travers les yeux des gens. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que des fois, pour une fois, tu sais, j'aimerais bien pouvoir sortir et en mode, tu sais, tu passes crème, tu passes inaperçu. Parce que du coup, les cicatrices, elles n'existent pas quoi qu'il arrive. Et tu Comme vois, Harry Potter avec sa cape. ouais, la cape d'invisibilité. Mais tu sais, c'est juste que moi, je pense que je serais toujours ramenée à mon accident d'une manière ou d'une autre. Après, c'est à moi d'en faire autre chose. Par exemple, tu vois, cette interview, elle me fait trop plaisir. J'allais te le dire en off, mais c'est pas grave, je te le dis maintenant. Pourquoi? Parce que là, je suis vraiment dans un gap de ma vie où j'ai passé les 10 ans et j'en ai marre de faire des interviews où je raconte l'accident, la réaction de mes parents. Et machin. Et tout est finalement lié autour de ça. Et moi, j'ai envie de parler d'autre chose maintenant parce que je suis plus que ça. Mais le deuil de la Julie d'avant, il est très dur à faire. Il est très dur à faire, mais aussi parce que ça, parce que ça a affecté ma famille, parce que, et tu sais, des fois, t'aimerais avoir cette petite baguette magique et pouvoir dire, bon, bah, vas-y, peut-être, on garde ce que je suis aujourd'hui, mais peut-être on peut enlever, genre, les traumas de tous, tu vois. Ça serait cool. Mais non, mais je travaille encore dessus et j'ai envie d'autres choses. Et c'est très dur parce que vu qu'aujourd'hui, mes réseaux sont aussi moi à 100% et sont liés à mon accident, quand tu as une remise en question de toi, ça rejaillit en fait sur tout. Sur tout ce que tu partages, sur tout ce que t'es, sur toutes tes interviews. Et c'est compliqué, ouais, des fois à gérer. Mais le deuil de la Julie d'avant est très dur à faire. Très, très dur. Mais on se sait, et c'est comme si c'était un nouveau cycle. En tout cas, moi, je le perçois comme ça aussi pour toi. Il y a quelque chose que je t'ai pas encore dit. La première fois qu'on s'est rencontrés, pardon, c'est très émouvant tout ce que tu me dis. Du coup, tu sais, c'est comme si ça m'impactait. Enfin, on se sait, quoi. Oui. Et la première fois que je t'ai rencontré, t'avais encore tes cheveux longs, mais tu les avais attachés. C'était une compète de surf à Anglette, un été. Tu étais avec Flavien d'ailleurs, je vous avais trouvé hyper lumineux, mais je sais pas comment t'expliquer à ce moment-là.
je pense que j'ai eu ce regard, tu vois, ce regard de toi, de ton histoire que je ne connaissais pas. Et donc, d'ailleurs, je culpabilisais à ce moment-là de pas connaître toute ton histoire à l'issue, après ta rencontre, parce que j'ai adoré l'énergie et tout que tu me partageais. Tu me disais que tu allais vivre dans les Landes, enfin, on partageait le même amour pour le sport. Je me suis intéressée davantage à toi parce que, évidemment, j'avais eu écho de toi par plein de copines qu'on avait en commun. Mais j'étais pas allée fouiner, tu vois, mais dans le bon sens du terme, genre je voulais en savoir davantage sur toi. Donc j'ai compris qui tu étais, ton histoire, et quelques temps après, on s'est retrouvés à ce voyage de presse au Maroc, où on a vraiment connecté. T'avais tes cheveux courts, et je sais pas, j'ai vu une autre femme, je sais pas comment te dire, je ne voyais même pas tes cicatrices, je ne les voyais plus, alors que quelques mois avant, enfin c'est comme si ça faisait partie de toi, et là, je voyais vraiment une femme... Enfin, ça allait au-delà. C'est comme si tu t'étais libérée de cette partie-là de ta vie. Je sais pas si ça te semble 100%. Connecté. En fait, quand on s'est retrouvés au Maroc, un mois avant, c'était les 10 ans de l'accident. Un mois avant les 10 ans, je perdais mon chien, qui avait été genre mon... Iron. Ouais, qui avait été genre mon guide pour tout. Ouais. Et ton pilier. Pour tout. Et du coup, tu vois, il y a eu Iron. J'ai sorti un de mes livres qui a été genre, tu vois, 10 ans de thérapie où j'ai tout écrit. Ouais, chaque jour compte, où j'ai tout écrit dedans. Je me suis coupé les cheveux, j'ai déménagé, j'ai acheté ma maison. Et en fait, il y a eu trop de trucs en 2023. Et je pense que quand nous, on s'est rencontrés au Maroc, il y a eu ce truc de... Toi, tu passais ton gap, là. Moi aussi. J'étais au fond de la piscine. Ouais, mais en fait, tu vois, il y a eu ce truc de... Toi, tu sortais la tête de l'eau. Tu vois, en fait, je pense que on était toutes les deux dans un cycle qui a fait que, du coup, quand on s'est rencontrés, ça... Enfin, tu sais, ça a fusionné. C'est évident, en fait. C'était évident. Et je me rappelle que j'avais appelé Flav en mode, putain, mais... Enfin, tu sais, c'est tellement évident que tout est fluide. En fait, tu sais, il y avait pas eu un moment de gêne, un moment de blanc, un moment de... Et je trouve ça ouf, mais ouais, c'est vrai, ça correspond vraiment genre au cycle de ce que j'ai vécu en 2023 quand on s'est rencontrés, vraiment. Non, j'ai le droit de tenir les... Alors, on va continuer ce podcast maintenant. Ok. Oh, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Ah, merci. Moi, je retiens mes larmiches. Mais moi, je n'arrive pas à les retenir, tu vois. Ça fait longtemps que j'avais pas laissé sortir ça. Mais c'est bien, ça nettoie. Ça nettoie. Et c'est pas qu'on est nostalgique, c'est que je vois le temps qui passe aussi et on grandit encore et encore. Est-ce que... Waouh, je me remets de mes émotions, pardon. Je sais plus trop où j'en suis, mais on va se faire confiance. Tu es en mesure et en capacité de te dire devant une glace « je m'aime ». Ouais, franchement, ouais. J'ai appris à le faire. Et je pense que ça vient du fait d'avoir vécu complètement l'inverse. Mais peut-être comme beaucoup d'entre nous, en fait. Forcément, quand t'as un gap comme ça dans ta vie où tu te reconnais même plus à travers le miroir, bah, ce miroir, tu le fuis. Et du coup, me voir aujourd'hui sans voir mes cicatrices, je sais la chance que j'ai, tu vois. Donc, je suis pas hyper dure avec moi-même, enfin, je pense pas l'être. Tu l'as été ? Ouais, mais je l'ai été à mettre des coups de poing dans le miroir. Hein. Franchement, ça a été dur. Franchement, enfin, tout à l'heure, j'ai minimisé un peu. Ah, tu vois ? Non, mais oui, bien sûr que il y a cette part de destinée qui fait que j'ai pas eu l'impression de me battre parce que tout s'est présenté à moi en suivant mon intuition et en écoutant cette voix intérieure. Tout a été fluide, si tu veux. Mais bien sûr que j'ai eu des moments de dépression intense où moi, j'ai eu très peur, tu vois. J'ai eu peur pour moi, j'ai eu peur pour mon avenir, j'ai eu peur pour mes parents. Mais quand tu dis que tu t'es détestée, à quel point et comment ça se manifeste ? Bah, ça se manifeste, genre, tu sors de l'hôpital, pendant 2 ans, tu t'as plus de copains parce que tu peux même pas te regarder toi dans le miroir. De copains amoureux ? Ouais, de copains amoureux. C'est même, par exemple, tu vois, sur les premiers rapports que j'ai pu avoir avec l'accident, bah, c'est genre, bah, en fait, j'éteins la lumière et avant de me rhabiller, enfin, on rallume pas la lumière tant que je me suis pas rhabillée. Et c'est dur, tu vois, quand t'as du mal avec ton propre corps, avec ton propre reflet. Et j'ai la chance d'avoir gardé mon visage aussi, tu vois. Et des fois, je me dis franchement, genre, je sais qu'il y a plein de grands brûlés qui sont touchés au niveau du visage, mais je sais que moi, dans mon acceptation, ça m'a quand même beaucoup aidé, tu vois, d'avoir gardé quand même mes yeux, de retrouver un petit bout de ce que j'ai été avant.
Et les parties de ta féminité aussi. Ouais, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance sur cet accident. Parce que tu portais un débardeur, donc on imagine ce que ça n'a pas touché. Ouais, vraiment. J'ai eu de la chance, tu vois. J'ai eu vraiment, dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Et donc, je me suis accrochée à ça. Mais en même temps, moi, j'ai vécu des trucs qui ont été terribles parce que j'avais une maman, si tu veux, qui se sentait hyper coupable. Et qui est devenue très protectrice. Qui est devenue hyper protectrice, on en parlait, tu vois. Genre, j'ai eu un petit frère qui a complètement arrêté de parler. J'ai mon grand frère qui s'est barré en Australie. Dès que je suis rentrée à la maison, il est parti pendant 6 mois. Et mon père qui a tout porté sur ses épaules, tu vois. Et en fait, moi, mon accident, mon accident, si tu veux, il m'atteint plus dans ce que ça a causé à ma famille, tellement je les aime, tu vois, et tellement on a été soudés, que parce que ça m'a causé à moi. Et en même temps, c'est vrai, tu vois, enfin, ouais, j'ai eu des moments où je me regardais dans le miroir et où j'ai lâché des coups de poing dans le miroir à me mettre les mains en sang parce que tu peux, enfin, l'image, elle est violente. L'image, elle est violente quand t'as connu ton corps avant. Et en plus, genre moi, j'étais une meuf qui rentrait vraiment dans les standards. Enfin, je rentre encore dans les standards maintenant, hors cicatrice, tu vois. Je te confirme. mais c'est juste, genre, quand t'as connu ta peau d'avant. Et puis moi, enfin, tu sais, avec la gym, il y a une importance à l'image et au corps de la femme qui est hyper marquée. Et moi, je vivais aussi pour ce sport-là. Et donc, en fait, quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois que les cicatrices, qui sont rien à voir en plus avec ce qu'on voit maintenant, évidemment, tu vois, c'est des cicatrices qui sont rouges, boursouflées, à vif et tout. Tu te dis, vas-y, c'est mort, genre, je vais pas refaire de compète, je vais pas retrouver l'amour, et tu détestes ce reflet, quoi. Et moi, j'en ai beaucoup, et c'est aussi pour ça, je pense que je fais ça aujourd'hui, j'en ai beaucoup voulu au corps médical. J'ai posé la question plein de fois de, s'il vous plaît, genre, dites-moi à quoi mes cicatrices, elles vont ressembler dans 10 ans. Donnez-moi un axe, montrez-moi des photos, sortez-moi un putain de carnet, je sais pas, un album. Il faudrait créer ça. Ouais, en fait, Instagram le fait maintenant automatiquement. Aujourd'hui, j'ai des messages tous les jours, je pense, on ouvre mon Insta, on regarde, de personnes qui ont été brûlées là aujourd'hui, ou qui ont été brûlées il y a 3 mois, 6 mois, qui me disent, ok, genre merci d'exister, parce que je sais qu'il y a un après, et je sais que l'après, il existe. Et ça, moi, tu vois, je l'ai pas eu. Et ça a ouvert la voie. Ouais, parce que le body positivisme, il n'existait pas en 2015 quand tu as créé 12 février pour en parler. Pas du tout. J'ai été, je pense, une des premières en France à partager un combat sur les réseaux. On n'était pas, enfin, ça avait rien à voir avec aujourd'hui, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement se détester avant de pouvoir trouver l'amour de soi ? C'est un peu ce que tu racontes. Ouais, mais il faut peut-être pas être aussi extrême. Je pense pas, tu sais, c'est comme si moi, je leur dis souvent, genre, est-ce qu'il faut attendre de frôler la mort pour te rendre compte que t'as qu'une vie, tu vois. Je crois pas. Évidemment que après, quand tu sors de ça, tu te dis, bon, j'ai vécu pire et genre là, aujourd'hui, je peux vivre des jours qui sont meilleurs, mais t'as pas nécessairement besoin de toi parce que, genre, si tu regardes juste autour de toi, tu peux regarder la chance que t'as déjà, tu vois. Quelle place tu laisses au pardon ? Est-ce que tu te pardonnes aujourd'hui de certaines choses, d'avoir fumé peut-être cette dernière cigarette ? Ouais, non, ça complètement, tu vois. J'ai jamais eu ce truc, par contre, par rapport à l'accident. De culpabilité ? Non, mais ça, je pense vraiment que ça vient du truc de la destinée, tu vois, de me dire, non, enfin, moi, je me suis jamais sentie coupable de mon accident. J'ai pardonné très vite à ma meilleure amie d'enfance qui était avec moi. Oui. Il y a jamais eu de... Tu vois, moi, je lui en ai jamais voulu. Elle s'est sentie hyper coupable de ce jour, mais moi, c'est un accident, en fait. Donc, de suite, tu vois, je suis passée à autre chose et tout. Par contre, dans ma vie, de manière générale, je pense que je suis trop dure avec moi. Pas sur l'aspect physique, mais je suis trop dure avec moi sur l'aspect mental. Mais c'est très dur. En fait, si tu veux, j'en parlais avec une amie à moi il y a pas longtemps. J'ai l'impression que dans ma vie, vu que je me révèle dans les moments deep, mais c'est aussi, ça vient un peu du Scorpion, c'est trop chiant, mais on évolue dans les moments sombres, tu vois. On a besoin d'être dans le dur et d'être vraiment dans les moments sombres pour ensuite se déployer, vraiment se transformer et pouvoir ensuite transmettre, etc. Et donc l'accident, ça a été un premier step. Et du coup, des fois, j'ai l'impression que quand tout va bien, c'est un peu comme si, tu sais, c'est un peu comme si volontairement je me mettais dans le dur. Je vois. Pour rééclore, alors que j'ai pas besoin de ça, tu vois. Mais quand t'as vécu que par des phases de transformation comme ça, c'est hyper compliqué. Oui, donc c'est-à-dire que le bonheur, le plat, le flow positif de la vie, presque t'effraie. Ouais. C'est ça. Et du coup, j'essaye. En fait, il m'effraie. Pourquoi ? Parce que je sais qu'à tout moment, ça peut péter. Mais c'est aussi parce que c'est ce que j'ai vécu plus jeune. Donc, je travaille là-dessus. Tu vois, je m'autorise maintenant à essayer de rester dans l'instant présent à mort. Alors, enfin, là, ça peut paraître bateau parce que, tu sais, genre, il y a beaucoup de livres de développement perso qui disent, ouais, reste dans l'instant,
petite méditation, reste dans l'instant. C'est pas si facile que ça à faire, c'est hyper dur à faire. Mais pour de vrai, je travaille dessus. Au moins, si c'est pas rester dans l'instant, d'être au moins un petit peu dans la reconnaissance de ce que j'ai déjà là maintenant. Parce que si je regarde en fait là ce que j'ai, c'est ce que je disais à mon chéri il y a pas longtemps, c'est en fait si je regarde là maintenant, j'ai besoin de rien de plus. J'ai déjà tout ce que je veux. Tout ce que je voulais, je l'ai, là, c'est là, tu vois. T'as peur du bonheur ? Non, je pense pas. Je pense pas avoir peur du bonheur, mais je pense que j'ai peur de l'après, en fait. Tu vois, j'ai peur de l'après et je suis tout le temps dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver. Mais sans angoisse, c'est trop bizarre. C'est comme si, tu vois, je suis pas du tout angoissée, je suis pas anxieuse par rapport à la vie. Je vis chaque jour comme never parce que je sais que j'ai qu'une vie. Et en même temps, il y a ce truc de... qu'est-ce que tu me réserves maintenant, tu vois ? Et je suis tout le temps dans l'anticipation. Par exemple, quand j'ai perdu mon chien, je pense, si tu demandes à mes proches, ça faisait déjà peut-être 3 ans que j'étais en train de m'imaginer le jour où il partirait. Et du coup, c'est de l'auto-anticipation. Parce que le jour où il est parti, finalement, j'ai moins souffert que ce que je pensais souffrir. Je pense que c'est un bouclier, c'est Vraiment. une protection. Ouais, vraiment. Mais qui Tu as t'empêche développé aussi... ça. Ouais, mais qui t'empêche aussi des fois d'être dans Je l'instant. vois. Tu Ouais. vois ? Et ça, c'est très dur parce que ça fait partie vraiment de ce que je suis. Mais tu sais, il y a une phrase qui dit depuis que j'ai appris à souffrir, je ne fais que guérir. Ouais. Tu vois, il faut C'est très accueillir beau. ça aussi. C'est très beau, je la connaissais pas, elle est trop belle. Je ne sais plus de qui elle est, je l'ai entendue, il faut que je retrouve Elle est parce que incroyable, je trouve qu'elle correspond bien à ton histoire. Est-ce que tu as encore des rêves aujourd'hui à réaliser ? Parce que tu as fait plein de choses, Ouais, on n'a j'en pas ai parlé de plein. tout ton parcours professionnel, mais vous pourrez aller suivre Julie avec son pseudo @12. C'est horrible de dire pseudo. Bref, mais voilà, allez voir tout ce que Julie fait. Je ne fais que mettre ton huile avec les fils ouais, elles sont trop j'adore. bons, en plus. C'est des plantes adaptogènes, Ouais, c'est trop ça. bien. Je l'ai mis encore ce Ouais. matin. À base de ginseng et de ginkgo, celle-là, On elle est trop adore. bien. Ouais. Est-ce que tu as encore des rêves à réaliser ? Bah, tu vois, il y a pas longtemps, je t'ai parlé d'un projet que j'avais. Et genre, je t'ai appelé parce que du coup, c'est un projet que tu avais pu expérimenter. Et je pensais que c'était un rêve. Du coup, il s'est pas fait. Et du coup, ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question, tu vois, sur ce que je voulais vraiment. Et ce que je t'ai dit tout à l'heure, en fait, si je regarde déjà tout ce que j'ai déjà tout. Est-ce qu'on a toujours besoin de rêves dans la vie, tu vois ? Il y a, je crois que c'est Big Flo Oli qui disait ça. À partir du moment où on touche ses rêves, on les nique en fait. Ouais, aussi. ouais. Parce que finalement, une fois qu'ils sont Oui. faits, bon bah ça devient un truc où ça Grave. devient peut-être professionnel ou bah du coup tu t'es moins dans le Grave. plaisir et dans Ouais. le dream d'accéder à ça. C'est vrai, c'est... Par rapport à ce que tu me dis, je pense que ça aurait pu être une déception in fine. Mais tu vois, on est... Ouais, oui. Oui, et en même temps, c'est sûr que ça aurait pas pu se faire là, maintenant. Et que je pense que c'était nécessaire d'avoir ce nom, d'avoir ce gap pour, si jamais ça se fait un jour, arriver dans une autre optique. Et que ce soit pas, genre, vraiment un rêve à part entière. Garder une part de toi aussi, tu vois, qui est pas que dans le rêve. Mais du coup, on est quand même dans une génération de, tu sais, de girl boss, d'empowerment, de... chiant, tu vois, chiant. Bon, bref. Et du coup, parce que moi, je t'avoue, j'ai mon taf, je bosse beaucoup et tout, mais tu vois, j'ai pas une âme d'entrepreneur. J'ai du mal à créer des projets. Enfin, j'adore être accompagnée, mais moi, je suis une âme créative. J'ai plein d'idées, mais je suis incapable de tout mettre en place toute seule et il faut que je sois accompagnée pour ça. En Ça, gros, c'est trop bien. mon profil, tu vois. Mais ça, c'est génial. Et du coup, dans cette génération-là, je me dis, on est tout le temps... Tu vois, moi, je Obligé de rencontre des prouver. gens en mode, c'est quoi tes projets ? C'est quoi tes projets ? Tu bosses sur quoi en ce moment ? Tu vas faire quoi après ? Et je suis là en mode, je sais pas, je vais faire du surf. Genre, tu vois, je sais On pas. s'autorise pas à dire ça. Non. C'est comme si on Bah, répondait rien, à côté de la tu plaque, vois. si juste on est dans le rien et dans le kiff. Ouais, en même temps, sur les réseaux, tu vois, c'est normal de voir plein de créateurs de contenu qui ont 1000 projets, qui partagent des trucs géniaux, et du coup, toi, tu rentres dans ce truc de ah là là, mais si elle a fait ça, tu sais, c'est ce truc de comparaison, mais ça tue à la fin parce que c'est même plus toi, fondamentalement. Donc, ouais, non, après, des rêves, je sais pas si c'est des rêves, tu vois. Moi, un jour, j'aimerais trop fonder ma marque de cosmétiques pour les peaux atopiques, pour des peaux qui ont à tendance de, tu vois, eczéma, psoriasis, avec un packaging qui est vraiment stylé, qui donne envie, tu vois. Parce que moi, j'ai eu l'habitude de mettre des crèmes sur moi qui sont hyper médicalisées. Mais est-ce que je peux dire que c'est un rêve, tu vois ? Je pense que c'est plus des objectifs, des petites missions, tu vois, des petits trucs où ça me ferait kiffer, C'est réalisable en tout tu cas. vois. Mais moi, mon rêve, franchement, c'était de vivre dans les Landes, Au dans bord de la la région mer. de mes rêves, tu vois, je le dis tout le temps. Ouais, pouvoir surfer quand il y a des conditions et pouvoir être posé, tu vois, quand je rentre chez moi et me dire waouh, c'est là, tu vois, c'est là que je suis bien, quoi. Est-ce qu'il y a un enseignement qu'on t'ait partagé, une phrase qui est ton leitmotiv aujourd'hui, que tu aimerais nous partager ? Non, mais il y en a une que j'avais écrite
et que j'adore partager dans mes interviews, c'est j'ai compris que j'avais appris à aimer mes cicatrices le jour où j'ai arrêté d'imaginer mon corps sans. Waouh. Il est dans le livre? Elle est dans le livre, celle-là? Ouais, possiblement. Ouais, je pense. C'est magnifique. Merci pour ton Merci, témoignage, Malolo. pour cette transparence. Oui. J'ai C'est trop bien. oublié le micro, j'ai oublié les caméras. trop Merci bien. pour les rires, merci pour les larmes, merci pour les roses. Merci pour les petites épines. Si vous voulez aller plus loin dans le témoignage de Julie, évidemment, vous pouvez aller la suivre sur les réseaux sociaux parce que tu partages plein de mantras positifs et d'images. Enfin, allez voir parce que ça se passe de mots. Puis vous pouvez aussi la lire dans Chaque jour compte, dans vos librairies, espaces culturels ou en ligne, pour ne jamais oublier qu'une vie, on n'en a qu'une et qu'elle est précieuse. Donc merci pour tous tes enseignements. T'as quelque chose à rajouter? Non, merci Malolo. Franchement, je suis trop reconnaissante d'avoir fait ce podcast avec toi. Et la petite Julie qui était fan de Lolo, elle est trop contente. J'en reviens Je suis pas. trop contente. À chaque fois que tu me dis ça, je n'en reviens pas. Genre, j'ai du mal à le réaliser. Bref, merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dans un mois, tous les premiers du mois, avec un nouvel invité, une nouvelle histoire, un nouveau témoignage. Et n'oubliez pas, si vous avez adoré, aimé cet épisode, à liker, commenter, envoyez-nous de l'amour. Abonnez-vous aussi, parce que c'est notre plus beau soutien. Oui. Et c'est ce qui nous pousse à continuer. Bisous à tous, que du love. Bisous.